Alors une petite vidéo rapide parce que je suis dehors en train de boire mon café pour Olivier qui me rapporte, qui est fasciné par, je crois qu'il en a fait une, oui, il me semble, enfin je suis plus très sûr, mais par les Near Death Experience, enfin EMI, expérience de mort imminente, c'est-à-dire les gens qui tombent dans le coma, qui traversent le tunnel, etc. et qui rapportent ça de façon suffisamment nombreuse statistiquement pour qu'on considère qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant et d'important. Pardon. Le truc, c'est que quand vous habitez pardon, à Nancy ou à Metz, Barcelone vous paraît exotique, et quand vous habitez à Barcelone, c'est plutôt Nancy-Metz qui vous paraissent mystérieux. Pardon. De même, quand vous racontez vos rêves, vous êtes dans la réalité, vous pensez être dans la réalité et avoir rêvé et vous souvenir de quelque chose qui n'était pas réel. On n'en sait strictement rien parce que vous avez la barrière du souvenir. C'est pour ça que la science c'est important, parce que c'est la définition des maths, c'est l'étude des objets égale à leur propre illusion, donc il n'y a pas d'erreur possible puisque l'illusion et l'objet lui-même sont égaux. Donc ce que vous direz sur l'illusion arrivera à l'objet puisque ça arrive, c'est l'illusion et l'objet lui-même. Après en physique ça commence à devenir un petit peu plus compliqué puisqu'on gère des illusions, on les classe et ainsi de suite. Avec, c'est bien connu, hein, avec une vision de l'espace et du temps qui sont deux gros concepts physiques qui ont fait l'objet d'investigations incroyablement poussées, etc. Bon, a priori, même en imagination, vous n'arrivez pas à imaginer vivre dans un espace en 4 dimensions ou en 5 dimensions. Et, voilà. Par ailleurs, mathématiquement, il n'y a aucun souci pour écrire les équations, etc., faire des déductions, donc des trucs sécurisés, etc. Maintenant, quand vous rapportez un souvenir, que vous l'ayez inventé ou non, c'est pas important puisque l'extérieur n'était pas dans votre tête. L'extérieur, il va vous faire confiance, mais surtout, le problème, c'est que il va se baser sur ce que vous racontez et lui-même, il va se créer un imaginaire, votre interlocuteur au resto. Peut-être il va être boosté s'il a bu un ou 2 verres d'alcool, etc. Mais il va rester en 3D. Donc si vous avez voyagé dans un monde en 5D et qu'il vous reste des souvenirs, ils sont collapsés, ils sont projetés sur un monde en 3D. Langage Yarman, ok. Donc on croit gagner quelque chose, ça fait du bien, mais en réalité, on n'a pas constaté à l'heure qu'il est, de manière en tout cas immédiate au niveau de la Vox Populi, des sorties, des élargissements du naturel à des mécanismes surnaturels qu'on peut voir et reproduire quand on nous les raconte. Voilà. Par ailleurs, vous avez des théorèmes de maths qui sont hyper encadrants et qui sont des théorèmes, hein, donc des cas particuliers d'évidence, de tautologie. Théorème de complétude qui dit que si on ne peut pas prouver irréfutablement quelque chose, il existe un monde où ce quelque chose est faux, etc. Enfin bon, c'est quand même, il y a pas mal, il y a eu beaucoup d'investigations scientifiques là-dessus. Surtout en physique, on a eu, bon, ils ne le publient pas les physiciens, puis en plus ils ne travaillent pas le dossier, donc c'est chiant, mais je vais prendre un exemple simple, l'expansion de l'univers. Il y a quelque chose de très arbitraire dans cette façon de raconter. On cherche une énergie noire qui l'expliquerait, liée à la constante cosmologique dont on ne sait pas si elle est constante, idem pour la matière noire, etc. En fait, je vais vous donner un exemple tout simple. Mathématiquement, sur le papier, vous pouvez dire que l'univers ne s'étend pas, tout simplement. En choisissant comme façon de repérer les objets, les objets eux-mêmes. Hein, pour en revenir aux maths égale objet, les maths étudient les objets égales à leur propre illusion. Bon, c'est pas, voilà, c'est juste un clin d'œil. C'est-à-dire que vous prenez comme grille d'analyse, vous dites, vous prenez 2 objets actuellement dans le narratif vulgarisé et officiel, enfin surtout vulgarisé d'ailleurs, parce que les scientifiques sont conscients de ce que je raconte, hein, c'est pas quelque chose qui est spécialement difficile. La preuve, je vais en parler, c'est que vous dites, bon, allez, on va dire qu'ils sont à distance fixe, puisqu'ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre et qu'il n'y a rien qui les gêne, et que mais qu'ils rapetissent. Voilà, ils rapetissent tous les deux. Alors, ils ont l'impression, si vous voulez, si vous prenez A et B, très loin l'un de l'autre, mais qui ne sont pas des points, hein, qui sont des objets, donc ont une taille locale. Et imaginons qu'ils rapetissent. Eh bien, la distance entre A et B va augmenter en nombre de fois qu'il faudrait cloner A pour remplir le segment qu'il y a entre A et B.
Et donc vous allez avoir une nouvelle façon mathématique de représenter ce qui était narré comme ils s'éloignent l'un de l'autre. Alors qu'en fait, vous pouvez, le narratif mathématique parfaitement équivalent, dire leur taille diminue, leur taille locale diminue, et voilà. C'est juste un exemple, hein, c'est pour montrer que... Et on peut, là il y a des théorèmes, là vous pouvez faire des maths. Je reprends comment la religion a bousillé, a retardé de 1000 ans, ouais, ou peut-être pas, mais de 700, 800 ans, la découverte de la relativité d'Einstein, en décrétant un temps absolu. C'est-à-dire que vous pouviez faire des calculs de niveau collège-lycée, enfin théorique, parce que bon, je me vois mal aller faire une conférence dans une classe de collège ou de lycée aujourd'hui pour expliquer que c'est de votre niveau à des gamins, mais vous pourriez théoriquement le faire, c'est-à-dire que les outils mathématiques ne seraient pas très durs. Bah, d'ailleurs, je l'ai fait dans une vidéo, hein, il y a des vidéos où je l'ai déjà fait. Vous faites du déductif, voilà, vous dites, voilà, donc, personne ne peut discuter, tout le monde est d'accord. Et à la fin, vous arrivez à, une fois que vous avez disposé tout ça bien, vous arrivez à un truc, bon, dans la matrice ABCD par exemple, hein, je vais utiliser un langage savant, mais c'est une matrice avec 4 coefficients, 2, 2, hein, 2 lignes de colonne, dimension 1 de temps, dimension 1 d'espace. Disons que c'est une matrice quelconque, ABCD. Bon, là la vitesse, vous obtenez un nombre qui est dont le carré, vous obtenez un nombre qui est le carré d'une vitesse, qui s'obtient en divisant B par C. Ok, la matrice c'est première ligne AB, deuxième ligne CD. Ok, vous divisez B par C, ce nombre, voilà, vous l'obtenez par déduction. Et la religion, ou si vous voulez, vous obtenez le carré d'une lenteur en disant que vous divisez C par B dans cette matrice. Et la religion est, enfin bref, tout un tas d'influences cognitives, affectives et tout ce qu'on veut, a dit C sur B égale 0, ou B sur C égale l'infini, peu importe, ça va pas. Ce qui vous donne un temps absolu, ok? Puisque vous allez, pour faire votre changement de coordonnées, vous allez faire x' égale à x plus bt. Le premier repère c'est xt, le deuxième repère c'est x', t' pour la localisation d'un événement. Et vous avez votre changement de repère est figuré par x' égale à x plus bt. Et t', le nouveau temps dans le nouveau repère, c'est cx plus dt. Okay, si vous dites que c égale 0, c'est-à-dire que b sur c est infini par exemple, vous allez dire que t' égale dt, mais après vous allez faire un petit calcul, vous allez même voir que d égale 1, okay, ou moins 1 d'ailleurs, mais peu importe. Et donc t' égale t, ou moins t, bon ça on peut pas empêcher moins t, mais moins t ça voudrait dire le temps fonctionne à l'envers dans le deuxième repère, et c'est pas très important ceci. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait Einstein? Il a dit non mais attendez les gens, regardez, on peut faire plein de petites déductions de niveau collège-lycée et mesurer B sur C. Alors pourquoi on va décréter que c'est l'infini? Bon, il s'est trouvé que c'était 300 000 km par seconde, mais voilà, eh bien vous pouvez faire ça pour tout le reste, et ça n'a pas forcément été fait à l'heure qu'il est aujourd'hui. Donc, pour la vulgarisation, on va choisir une représentation, par exemple on va dire qu'il y a eu un Big Bang et que l'univers s'étend, mais si on avait du pognon et qu'on payait des mathématiciens à juste s'amuser à reformuler autrement les choses, ça prendrait 10 ans, ça coûterait 200-300 millions d'euros parce qu'il faut mobiliser des bons matheux qui adorent faire ce qu'ils font, qui sont patients, qui ont un niveau normal sup-ulm, etc. Mais à la fin, vous auriez une théorie tout à fait présentable qui vous raconte que les objets rapetissent et que les distances ne changent pas, qu'il n'y a pas d'expansion de l'univers, mais qu'on devient de plus en plus petit avec le temps. Et donc que l'univers nous paraît de plus en plus grand. Et même on va disparaître peut-être en temps fini, parce qu'on aura la taille d'un point. Voilà. On n'aura plus la taille de quelque chose d'étendu, mais on va terminer tous comme des points. Donc, alors, si je raconte ça à Olivier, c'est pour te dire que, en fait, mathématiquement, on a plusieurs façons équivalentes de raconter une même histoire, et qu'aujourd'hui, on est plutôt arrivé, et ça devrait, ça ne fait pas assez, c'est pas assez financé, ça devrait faire l'objet de recherches plus poussées en maths. Je ne parle pas en physique, parce que c'est du travail de matheux, et il n'y a pas besoin de laboratoire. Enfin, il peut y avoir. Or, un peu comme une espèce de toile d'araignée ou de végétation, les efforts mathématiques se concentrent autour des fibres confirmées par l'expérience, et tout ce qui n'a pas été confirmé par l'expérience, qui n'est donc pas retenu par la physique, a tendance à faire l'objet d'un certain laisser-aller, tu vois.
Ok, on prend un étudiant en thèse vite fait, et si elle n'est pas financée, on s'en fout, donc on va lui laisser faire un petit délire. Si elle est financée, on va le forcer à faire des maths, considérant par exemple que la vitesse de la causalité est constante. Je vais te prendre un autre exemple. La vitesse de la causalité, qu'elle ne dépende pas du repère, c'est une chose, qu'elle soit constante, c'est-à-dire qu'elle soit partout la même dans l'univers, en est une autre. Bon, on n'en parle jamais, on a décidé qu'elle était constante dans tout l'univers, c'est la vitesse de la lumière, la vitesse de la causalité. C'est un choix conventionnel. Tu peux faire des modèles mathématiques où elle ne dépend pas du repère, donc on a localement des équations de l'espace tangent et celui d'une relativité restreinte avec un paramètre qui est localement fixe, donc tu vas avoir voilà, les transformations de Lorentz, mais en étant tordu, tu dis ouais, à 3 km la vitesse de la lumière va un peu moins vite, mais elle ne change pas si on change de repère. Enfin, tu vois, tous ces trucs, ça va te donner en fait des théories équivalentes, c'est-à-dire que tu peux reformuler les choses autrement. Donc, au niveau de la formulation, l'important c'est quand est-ce qu'on raconte la même histoire de manière différente. Et en plus, grâce au théorème de Noether, le théorème le plus important, en tout cas honorifiquement, puisqu'on l'a bien compris, c'était pas très dur, mais c'est devenu des symétries dans la nature, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va supposer que toute suite de signes a un sens en français, et idem, toute suite de signes a un sens en anglais, ok? Ce qui fait que quand tu prends une suite de signes, tu as besoin de préciser si c'est en français pour savoir ce que ça dit. Et si tu dis non, c'est en anglais, bah, ça a un autre sens, mais c'est une suite de signes qui a un sens, mais en anglais, en français. Et donc, tu peux raconter une histoire H, la même histoire H, en français et en anglais. Tu auras deux suites de signes différentes. Mais tu peux prendre une suite de signes S et dire, cette suite de signes raconte une histoire en français, ça te donne H1, une histoire H1, et tu peux dire aussi, non, elle la raconte en anglais, donc ça te donne une histoire H2. Et aujourd'hui, avec le théorème de Noether, avec les maths, on a une identification du genre, les lois de la nature acceptent H1 comme H2. Tu vois, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que nos différences de langage nous ont amenés à croire, nous ont amenés à décider de croire, enfin c'est pas croire, parce que c'est de la physique et des maths, donc, mais nous ont amenés à prendre très très au sérieux que quand on change de langage, on raconte la même histoire dans deux langues différentes, donc avec deux suites de signes différentes, mais qu'au niveau des lois de la nature, deux histoires différentes qui vont avoir correspondent à la même suite de signes dans deux langues différentes, sont réelles dans la nature. Et ça te donne le théorème de Noether, et c'est, au lieu de faire de la divination et de l'expérimentation, aujourd'hui on fait des déductions mathématiques pour faire de la physique théorique, avec le théorème de Noether et avec tout un tas d'outils similaires. D'ailleurs, c'est les tweets que je t'ai mis pour prouver la conservation de l'énergie cinétique. Tu remarqueras que j'ai parlé ni de temps, ni d'énergie. J'ai utilisé une identité remarquable de troisième, et magie, on fait juste un changement de repère, on a la conservation de l'énergie cinétique. Et ben, tous ces trucs-là, participent de cette façon, de ce lien assez étrange entre la narration et l'histoire elle-même. Donc, tu vois, je comprends que quand on est à Metz, on a une folle envie d'aller à Barcelone, et quand on est à Barcelone, on a une folle envie d'aller à Metz. Mais quand on voyage dans un autre monde extraordinaire, il nous paraît extraordinaire parce qu'on revient dans ce monde raconter notre voyage. Mais quand tu es dans l'autre monde extraordinaire, c'est la planète Terre qui apparaît un monde merveilleux externe, tu vois. Quand tu es dans cet autre monde, peut-être que c'est très finalement... En tout cas, il ne faut pas trop fantasmer. On n'est pas plus proche de Dieu dans les autres mondes qu'on l'est sur Terre. Tu vois, et c'est un peu, tu vois, c'est un peu là ce qu'a disqualifié les religions. C'est-à-dire, elle dit Dieu est à Barcelone et nous sommes à Metz. Et donc, il joue sur l'exotisme. Et c'est pour ça qu'il y a eu le proverbe « Nul n'est prophète en son pays », parce que ça n'a pas marché. Voilà. Bon, j'arrête là.